Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Inès, merci de nous rejoindre sur le podcast de la grande famille. On est toujours très heureux et c'est toujours plein d'émotions pour moi que d'accueillir notre formidable communauté de familles d'accueil. Je dis formidable parce que on le sait, il faut toujours un grand cœur pour ouvrir sa maison, la partager avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a traversé la planète et qui va vivre avec nous et avec qui on va ouvrir et à la fois son chez-soi, on va lui confier ses enfants, on va partager notre quotidien avec elle. Et donc voilà, pour ça, il faut avoir souvent pas mal de tips dans ses poches. Et c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Pourquoi vous accueillez une au pair? Quelle est votre recette? Et donc, peut-être on va commencer par une petite présentation. Parfait. Alors, moi, c'est Inès Dongok. Donc, nous sommes 5 dans notre foyer. Tout d'abord, mon conjoint, Olivier Dongok. Puis, nous avons notre premier-né, qui est un garçon. Il s'appelle Tien Matteo Dongok. Il a 8 ans, bientôt 9 en janvier. Ensuite, nous avons une première fille qui s'appelle Jin Dongok. Elle a 6 ans. Et enfin, la petite dernière qui nous a rejoint en avril 2020. Elle s'appelle Lune et elle a 2 ans et demi. Donc, une belle famille de 3 avec des âges différents. Pourquoi vous avez pris la décision d'accueillir un au pair, Inès, pour votre famille? Alors, tout d'abord, moi, je suis parisienne et j'ai déménagé au Vietnam il y a 10 ans de cela. C'est là où nous nous sommes rencontrés, avons eu nos premiers enfants avec Olivier. Et c'était un peu difficile à la maison d'être la seule à parler français avec les enfants vivant au Vietnam, tout simplement. Ils allaient à l'école internationale, ils apprennent l'anglais, ils parlent anglais. Autour de nous, tout le monde parle vietnamien. Il y a moi et Olivier qui essayons à la maison de leur faire parler français. C'était un peu compliqué parce que le français, c'est une langue qui est difficile en fait à apprendre comparé à l'anglais et comparé au vietnamien. C'est pas une langue facile à manier. Donc, lorsque nous étions au Vietnam, nous avons rencontré d'autres amis qui nous ont expliqué que eux, pour pallier à ce problème, ils avaient engagé des jeunes filles au pair de France pour venir au Vietnam, séjourner avec eux. L'expérience était en général géniale. Ça permettait aux enfants de rencontrer une personne différente, avec qui jouer, avec qui parler français, avec qui faire des activités, avec qui apprendre à connaître. Donc, ils m'ont conseillé de faire la même chose. C'est comme ça que j'ai contacté l'agence Au Pair Butterfly, parce que comme je vous ai dit, je suis parisienne. Je me suis dit, on va contacter une agence parisienne. Voilà, pour trouver une au pair au Vietnam. Ok, donc la première au pair, elle vous a rejoint au Vietnam? Non, en fait, finalement, non. La première que vous nous avez envoyée, comme nous restions en France en général 2-3 mois, pendant les vacances d'été. La première que vous nous aviez envoyée, c'était Ophélie. Et elle est restée avec nous 2 mois et demi pendant les grandes vacances d'été. À l'époque, Jean n'avait que 4 ans. C'était il y a moins 3 ans de cela. Ensuite, nous avons eu Aliénor, que vous nous avez trouvée aussi. Elle est venue, elle, pendant les vacances d'hiver. C'était plus court. C'était 10 semaines, je crois, elle est restée avec nous 10 semaines du côté de Chamonix. Et à l'époque, j'étais enceinte de Lune. C'était juste avant le Covid. Et là, la dernière, donc en fait, avec la pandémie, nous nous sommes relocalisés au Canada. Donc maintenant, nous sommes en Colombie-Britannique, sur Whistler, qui est à peu près à 2h30, 2 heures, on va dire, de voiture à partir de Vancouver. Nous avons couramment, nous sommes avec Betty. Elle est arrivée en août et elle va repartir en janvier. Elle passe 6 mois avec nous, en fait. Et donc, à chaque fois, vous avez eu des au pairs françaises, vous, Inès.
Et le but, voilà, c'était que les enfants puissent parler français, apprendre le français, parce que c'était important pour vous, de par votre culture, qu'ils soient immergés dans cette langue qui est la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel? Vous vivez en France, vous avez vécu au Vietnam, maintenant vous vivez au Canada. Qu'est-ce qui vous conduit à avoir une vie qui soit aussi mobile? Alors, j'ai perdu mon père très jeune, donc quand j'avais 20 ans, et donc j'ai hérité de l'affaire familiale. C'était 2 restaurants à Paris, sur la place Maubert, à côté de la cathédrale Notre-Dame. Mais c'était pas du tout mon truc. Voilà, c'était l'affaire familiale, je l'ai hérité, il fallait que je fasse quelque chose avec. Et donc, en 3 ans, en fait, je me suis dévouée à cette entreprise pour avoir des bilans excellents sur 3 années consécutives. Et mon plan, c'était de vendre, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai. Donc, au bout de la 4e année et demie, quelque chose comme ça, j'ai vendu l'entreprise familiale. Et donc, avec cet argent, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie, en fait. Et ce que j'avais envie, moi, c'était de voyager. Alors, j'ai commencé à voyager toujours un peu plus loin. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller au Vietnam, en fait? Parce que je suis à 50% vietnamienne. Donc, je suis partie au Vietnam pour la première fois. Et j'avais à peu près 24 ans. L'idée, c'était en fait d'aider les entrepreneurs français d'établir leurs entreprises au Vietnam, car je parle anglais, je parle français et je parle vietnamien. Et je suis entrepreneuse moi-même, donc je comprends les challenges en fait d'un entrepreneur qui a envie de s'implanter au Vietnam. Donc j'ai fait pas mal de consulting pour aider les entrepreneurs à s'implanter au Vietnam tout simplement. Et finalement, en vivant là-bas, je me suis rendu compte que le Vietnam avait des problèmes au niveau de l'agriculture en fait. Ils utilisaient beaucoup de produits chimiques et donc par conséquent, ça me faisait peut-être pas trop plaisir en fait de manger des aliments avec plein de produits chimiques dedans. Donc j'ai acheté une ferme. J'ai acheté une ferme bio parce que je suis végane et j'ai commencé à planter mes légumes. Voilà, j'ai monté une entreprise de 80 employés, donc dans la ferme et dans la société de distribution. Ensuite, j'ai eu les certifications agriculture biologique française, enfin pas française, on dit européenne plutôt, japonaise et américaine. Donc tout ça pour avoir un peu de crédit. L'idée, c'était d'avoir de la consommation pour le marché local, mais aussi exporter et vendre en fait aux gens qui vivent au Vietnam, mais aussi aux restaurants, aux cafés, aux hôtels, faire aussi du B2B en fait. Et donc ça m'a beaucoup amusée. Juste à un point, au Vietnam, c'est plus facile de faire des affaires quand on est vraiment vietnamien. Et être une femme, c'est difficile en fait. D'habitude, au Vietnam, les gens qui font des affaires, ce sont plus les hommes. C'est une société comme ça. Voilà. Donc les femmes ne sont pas censées être entrepreneurs. Et donc, pendant que j'ai eu la ferme, j'ai eu Tien, c'est quand j'ai acheté la ferme. Jean, c'est quand j'ai monté la société de distribution. Au début, c'était juste une ferme, mais les légumes, ça prend une salade, ça prend 10 semaines à pousser, donc c'était assez lent en fait. Mais bon, avec Jean, ça a commencé à prendre un peu de l'envergure, etc. Je me suis dit, les nounous vietnamiennes, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie en termes d'éducation. Okay. D'où le faire. Et d'avoir quelque chose un peu de différent de la nounou vietnamienne. Bon, bah voilà, l'enfant est roi, on lui cède à tous les caprices, on ne dit jamais non. Si l'enfant pleure, c'est la fin du monde. Il faut qu'il soit gras et gros, voilà, enfin tous les stéréotypes que vous pouvez imaginer de vivre en Asie. Donc je me suis dit non, c'est vraiment pas ce que j'ai envie pour mes enfants, voilà. Ok. Et donc vous avez créé la ferme au Vietnam et vous avez 80 employés et après vous êtes parti au Canada. Alors, j'ai vendu, justement. Alors, je disais que l'une, en fait, c'est l'année où j'ai vendu la ferme. Donc, j'ai vendu la ferme à des Vietnamiens. J'étais très contente parce que c'était ce que les Vietnamiens voulaient, avoir une ferme bio, la première ferme bio au Vietnam, gérée et détenue par une 100% Vietnamien. Voilà. Et donc après, vous avez vendu la ferme au Vietnam, vous avez quitté le Vietnam, vous êtes repassé par la France et après, vous avez fait destination Whistler. Oui, alors voilà, c'est ce qui s'est passé en fait. J'étais enceinte de l'une et on s'est dit, on était en train de vendre notre maison en France. C'est l'année où j'ai tout vendu, donc gros déménagement et Covid est arrivé. Olivier voulait absolument pas que je retourne au Vietnam avec les 2 enfants et enceinte parce que ça a commencé en Asie en fait la pandémie et donc il m'a dit bon bah comme on n'a plus de maison en France on a qu'à continuer des vacances de ski avec les enfants au Canada sur Whistler
Et donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés à Whistler. On a commencé par un hôtel pendant 2 semaines. Et puis, la pandémie ne s'est pas arrêtée. Donc, on a pris un Airbnb pendant 1 mois. Et puis, j'étais enceinte de 9 mois, quoi. Donc, Lune, elle arrivait dans même pas 3 semaines. Donc, j'ai dû trouver un hôpital pour mettre au monde Lune. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé quelque chose sur Vancouver. On a acheté une voiture le jour de sa naissance. 1 mois après, on a acheté une maison. 6 mois après, Étienne commençait le CE1. Donc, en septembre, on l'a inscrit à l'école. Jean commençait la crèche, on va dire, avant le CP, en fait. Donc, ça commence à être sérieux. Donc, on s'est dit, on va rester à Whistler pour 1 année scolaire et on va voir ce qui se passe. Et puis, ensuite, on a eu Covid, pandémie, année 2. Donc, on est quand même bien. On a une maison, on a une fille qui est canadienne maintenant, on a une voiture, les enfants aiment l'école. Donc, on va réinscrire encore pour une 2e année. Et puis, ensuite, on a pris la décision de rester au Canada, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 2 années de pandémie? Je me suis amusée à vendre tout l'art que j'avais collectionné, en fait, au Vietnam, de peintres vietnamiens, en fait. J'ai répertorié tout l'art que nous avions et j'ai tout vendu. J'ai vendu toute notre collection en 2 ans, en fait. Voilà. Vous avez un parcours qui est passionnant. C'est un plaisir de vous écouter. Et alors, pour la petite anecdote, pour les personnes qui nous écoutent, on enregistre le podcast en visio. Inès, actuellement, vous êtes à Cancun. Il est 22h à Biarritz. Chez vous, il est 15h. Vous êtes la famille globe-trotter dans toute sa définition, en fait. C'est un vrai plaisir. Et donc cette année, c'est Betty, qui est française, qui vous a rejoint à Whistler. Dans tout votre parcours, c'est la multiculturalité qui ressort. Et ce que je trouve fabuleux, c'est comment vous passez de culture européenne à la culture asiatique, à la culture nord-américaine. Vous avez cette capacité à rebondir et à prendre les expériences et les événements. Faut les enchaîner, les créations avec les grossesses. Comment vous le vivez tout ça en tant que femme, Inès? Quels seraient vos tips? On sait qu'en tant que femme, trouver l'équilibre de la vie professionnelle, la vie personnelle, c'est un challenge du quotidien. Et vous, ça a l'air d'être presque un jeu. Oui, en fait, donc, avant que mon père décède à 20 ans, j'avais une carrière dans le cirque. Donc, en fait, mon secret, c'est que je continue à faire du cirque, en fait. Je passe plus de temps la tête à l'envers que sur mes pieds. Je fais de l'équilibre sur canne, je fais de la contorsion, je fais des sangles aériennes. Et donc, Betty et toutes les opères peuvent vous le dire, je m'entraîne 4 à 5 heures par jour. Et tous les jours. Je prends juste un break de 10 jours après avoir accouché. Mais malade, fatiguée, ou les enfants n'ont pas dormi, ou on a tout la gastro, peu importe. Je m'entraîne tous les jours 4 à 5 heures. Ça, c'est mon plus grand secret, en fait. J'appelle ça, c'est mon self-care. Donc, je m'occupe de moi. Ça, c'est comme une forme de méditation, en fait. Ça me permet aussi de prendre du recul sur ce qui se passe. C'est pendant les heures d'entraînement que je trouve plein d'idées, en fait. Ensuite, ça me permet d'être vraiment plus patiente avec les enfants. Presque, j'entends pas les cris. J'entends pas les cris, j'entends pas les disputes. Enfin, tout glisse, en fait. Une fois que je me suis entraînée, je suis vraiment très détendue. On va dire ça. C'est ça, en fait, mon plus grand secret. Et donc, pour avoir 4 heures ou 5 heures d'entraînement par jour, bien sûr, j'ai besoin d'une opère. J'adore, c'est passionnant, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi une journée type pour Inès? Alors, je me réveille. Si ce n'est pas les enfants qui me réveillent, mais d'habitude, ils sont plutôt sages. Donc, une bonne journée, on va dire, c'est je me réveille. Parce que les enfants m'ont pas réveillée. Bien les réveiller quand je suis prête, habillée, maquillée, coiffée, etc. Et on prend le petit déjeuner ensemble. Bon, alors moi, le petit déjeuner, c'est très rapide, c'est 10 minutes. Je les emmène à l'école. Et ensuite, l'opère, qui a eu le temps de se réveiller aussi, qui prend Lune et qui l'emmène en fait faire des activités extérieures. Parce qu'il y a une grande règle dans ma famille, c'est que les enfants n'ont pas droit aux écrans. C'est 0 tolérance, en fait. Donc, pas de iPad, pas de iPhone, pas de télé, pas de jeux vidéo. Si je dois prendre l'avion avec eux, je fais éteindre tous les écrans dans l'avion. Ça, c'est la plus grande règle. Donc, l'opère doit se débrouiller, en fait, pour passer 4-5 heures à l'extérieur de la maison avec Lune.
Donc, ils jouent avec la nature, en fait. Donc, il pleut, elles vont sauter dans les puddles. Il neige, ils vont faire des bonhommes de neige. Il fait chaud, ils vont faire du vélo et aller au lac. Ensuite, l'opère va revenir à peu près sur les coups de 13h30, 14h, quand j'ai fini mon entraînement. Et là, je prends l'une. Je vais m'occuper avec elle d'organiser la maison et organiser le dîner jusqu'à ce que les enfants finissent l'école. À 15h, je les récupère. Et donc là, j'appelle ça quality time, c'est-à-dire c'est du temps seulement moi avec les enfants. Donc, on va faire des activités extrascolaires. J'aime bien les emmener au patin à glace. J'aime bien les regarder durant leur entraînement de hockey. Normalement, les activités extrascolaires finissent vers 5h30. Et donc, quand j'entre à la maison, Betty est là et ensemble, on va faire le bain pour l'une. On va mettre la table, dîner en famille. Ensuite, Betty nous aide à ranger aussi la maison et elle va jouer avec les enfants. Elle va leur lire des livres. Elle va leur faire des activités manuelles. Ils vont créer des parcours de gymnastique parce que l'une adore les parcours de gymnastique. Ensuite, l'heure du coucher, c'est moi qui m'en occupe. Betty aime bien sortir ensuite, voir ses amis, aller boire des verres, découvrir le Canada, etc. Et donc, moi, je vais coucher les enfants, en fait. Et ensuite, une fois qu'ils sont couchés, donc 19h30, 20h, c'est là que moi, je commence à travailler, en fait. Alors, en ce moment, je fais beaucoup de coaching, donc coaching en termes de cirque, mais aussi je fais du coaching pour les personnes qui ont des problèmes liés aux troubles du comportement alimentaire. Donc, je fais ça le soir, en fait. Donc, je passe beaucoup de temps en fait, assise et faire des calls. Je fais ça jusqu'à 23h, 23h30 et je me couche. Souvent, j'essaie vraiment d'avoir ce quality time avec les enfants, mais il est possible que je dois travailler. Et donc, 1 ou 2 fois par semaine, je ne peux pas m'occuper des enfants après la sortie d'école. Et donc là, c'est Betty qui va s'en occuper. Mais c'est très ponctuel, en fait. Enfin, c'est des appels qui sont prévus à l'avance, donc on attend de s'organiser. Et Betty, elle, en général, elle aime bien prendre son samedi, dimanche. Et quand j'ai des appels l'après-midi, je lui donne 3 jours, en fait. Donc, ça lui arrive de faire mercredi, samedi, dimanche. Ou par exemple, elle n'a pas envie d'aller sur Vancouver samedi, dimanche. Donc, elle va faire lundi off, mercredi off et samedi off, quelque chose comme ça. Okay. Donc, c'est prévu à l'avance. C'est hyper intéressant et moi je suis hyper impressionnée par la discipline des entraînements matinaux. Le sentiment que j'ai à vous écouter, c'est que c'est ça qui vous permet d'être équilibré, comme vous le disiez, et aussi le recul et le temps et la patience que vous octroyez dans votre journée pour les enfants. Et je trouve ça hyper intéressant, la façon dont vous l'organisez, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel que de le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez votre self-care et après c'est le temps dédié aux enfants et le temps dédié à la famille et après le temps dédié au travail et aux activités pro. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment vous l'articulez, parce que c'est le fait que vous soyez bien qui vous permet après d'enchaîner comme un collier de perles toutes les activités qui s'en suivent, parce que vous avez eu votre temps pour vous et que vous êtes bien et que vous avez du temps à donner aux autres. Une maman heureuse fait des enfants heureux et des clients heureux. Exactement, c'est ça. Mais tout le monde n'a pas cette capacité en fait à le conscientiser et après à le mettre en œuvre, parce que en plus c'est beaucoup. Vous faites combien? 4 heures, vous dites? 4 à 5 heures d'entraînement par jour? Ouais. C'est bravo. Je suis impressionnée. Comment on pourrait qualifier la relation que vous tissez avec les au-pairs? Alors c'est marrant, je prends ça comme un entraînement pour Jean et Lune. J'ai l'impression de m'entraîner à avoir une adolescente. Pas vraiment une adolescente, Betty en 20 ans, etc. Mais oui, comme une adolescente ou une jeune femme. Mais en fait, et ça va arriver vite avec Jean et Lune. Pour moi, c'est de l'expérience, en fait. Pour moi, les au-pairs, c'est moi, je vais dire 5e enfant. Pour moi, Olivier, c'est un enfant. Mon conjoint. C'est OK, il pourra vous écouter le podcast, il est au courant.
Non, mais bon, il assume. Hein. Pour moi, Betty, c'est comme un cinquième enfant, en fait. Et parfois, j'ai l'impression que c'est aussi la petite sœur que j'ai pas eue, en fait. Parce que moi, j'ai 34 ans. Ça dépend. Il y a des choses, elle a besoin vraiment d'être maternée, etc. Par exemple, c'était marrant de lui apprendre à couper une mangue, en fait. Donc... Et puis, ça lui fait plaisir quand je lui coupe sa mangue, etc. Parce qu'elle la coupe pas très, très bien. Parfois, elle a besoin d'être maternée et là, j'ai l'impression, ah oui, bah, j'ai un cinquième enfant à la maison, donc c'est mignon. Parfois, elle rentre de boîte, elle me raconte cette histoire avec genre Félix, etc. Et puis, je lui fais son trait d'eyeliner pour qu'elle puisse sortir. Je lui prête mes fringues pour Halloween. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une petite sœur, en fait. Et puis parfois, bah, c'est ma copine, quoi. Parfois, voilà, c'était pas facile avec Olivier aujourd'hui. Et là, je vais avoir Betty qui va me réconforter, qui me dit oui, je sais, sois patiente, etc. Voilà, donc la relation avec moi, avec l'au-pair, c'est ça. C'est un mix dans la journée. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être sa maman. Il y a des moments où j'ai l'impression que c'est ma petite sœur. Et puis, il y a des moments où j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est ma grande copine, quoi. J'adore. Je trouve ça vraiment, c'est toujours touchant pour moi de voir le lien qui se crée et c'est ce qui nous motive vraiment dans le quotidien de permettre ce type de rencontres et de relations. Et les enfants, pour vous, ils la considèrent comment, l'au-pair? Bah, je pense qu'ils la considèrent comme une grande sœur, en fait. Toutes les au-pairs que vous nous avez trouvées, comment dire, elles se laissent pas faire. Voilà, tout simplement. Elles sont toutes issues d'une famille nombreuse. Waouh! Ophélie devait avoir 4 frères et sœurs, 4 ou... Non, c'est Aliénor qui avait 4 frères et sœurs, Ophélie avait 8, Betty, elles sont 3. Donc, clairement, ce sont des teigneuses, quoi. Donc, elles se laissent pas faire. Elles sont, en général, elles sont tout le temps très énergétiques. Elles ont toujours plein de projets dans la tête. Et donc, avec les enfants, pour eux, ben, en fait, c'est une grande sœur, quoi. Une grande sœur qui nous apprend des nouveaux trucs, qui nous apprend des chansons, une grande sœur qui nous aide à faire les costumes d'Halloween, une grande sœur qui vient nous chercher à l'école. Donc, ouais, pour eux, c'est plus une grande sœur, en fait. En fait, ils comprennent pas la relation au père. Donc, pour eux, c'est une grande sœur. Elle vit à la maison, elle a sa chambre, on partage ensemble la salle de bain. Pourquoi est-ce que Betty est pas là pour dîner? Ah, parce qu'elle est partie sur Vancouver. Ah, mais elle va revenir. Oui, elle va revenir. Elle est partie sur Vancouver pendant 2 jours. D'accord. Mais elle va voir qui sur Vancouver? Bah, Félix. Mais est-ce que Betty, elle aime plus Félix ou elle nous préfère nous? Bah, je sais pas. Elle lui demandera quand même. Pourquoi? T'es jalouse? Donc, c'est cette relation qui... quand elle est là, ça crie, ça rigole. Quand elle est pas là, bah, elle nous manque, en fait, Betty. Donc... Et comment on gère le départ de l'au-pair? Est-ce que vous avez des petits tips et des petits conseils à nous donner là-dessus? Ben, on boit beaucoup. Alors d'habitude, avec les au-pairs, je bois pas. Mais le dernier soir, parce qu'on arrive à rigoler sans avoir besoin d'alcool, et puis elles ont pas besoin de moi pour aller boire des trucs, quoi. Mais le dernier soir, le truc qu'on fait, c'est qu'on va au restaurant et on boit, quoi. Et surtout, on s'assure que les enfants sont occupés par quelqu'un d'autre, quoi, ou soit couchés par quelqu'un d'autre, etc. Donc, moi, j'arrive pas à pleurer, donc j'ai pas envie qu'elle pleure. Alors, je préfère qu'elle parte de la maison avec un gros mal de tête. Et donc, le matin, je les récupère. Elles ont un gros mal de tête. Et, j'ai des avions et je les dépose à l'aéroport, à la station de bus. Et puis voilà. Est-ce qu'on reste en contact? Pas forcément. Je ne vais pas rester en contact avec Aliénor et Ophélie. Je pense juste on a apprécié le moment que nous avions ensemble, en fait. Et on savait qu'il y avait un début, on savait qu'il y avait une fin. On sait qu'on a saisi le moment tous les jours. En fait, on a fait en sorte que tous les jours soient une bonne journée. Et on savait très bien qu'il y avait une fin. Après, moi, je vais pas les suivre sur les réseaux sociaux. On n'a pas le même âge. Et puis, j'ai pas envie de savoir forcément tout ce qu'elles font dans leur vie. Dans mes réseaux sociaux, les gens savent pas que j'ai une famille, en fait. Parce que c'est là où je mets toutes mes vidéos de cirque. Donc, la plupart des
pensent que j'ai 17 ans et qu'ils savent pas que j'ai 3 enfants. Donc c'est un aspect qui est complètement confidentiel. Et je pense vraiment, c'est vraiment dû au fait que je partage rien sur ma famille dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on reste pas en contact, en fait. Mais bien sûr, elles savent que Aliénor m'a contactée pour une lettre de recommandation. Donc elles savent que si elles ont besoin de quoi que ce soit, ou elles repassent par là, ou ceci, cela, je ferai tout pour les aider, etc. Donc voilà. En général. Si on devait résumer, quels sont les principaux bénéfices, quelles sont les principales motivations que si vous deviez le conseiller? Alors, c'est dur cette question. Il y en a tellement. Moi, je dirais l'échange. C'est sympa d'apprendre à connaître une personne, de vivre avec elle. Je veux dire, votre au-pair, elle est à un niveau tellement personnel, elle vous connaît tellement personnellement. Elle connaît votre maison, elle connaît vos enfants, elle connaît votre rythme. Cet échange dans la vie personnelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est votre plus grand allié. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'elle a pris la place d'Olivier dans ma vie personnelle. Voilà, c'est pour ça que je recommande quand même. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter dans votre vie personnelle en tant que mère, avec les enfants. Et puis, c'est bien d'être avec des jeunes parce que ça vous permet de rester jeune. Avec Betty, j'apprends des trucs tous les jours. Donc, moi, je me dis, oh, waouh, c'est vrai, vous faites des trucs comme ça, etc. Vous avez un exemple que vous pouvez nous partager? Elle me disait, on parlait des réseaux sociaux, elle me disait que maintenant, sur Instagram, tu pouvais changer ton corps, quoi. Tes yeux, tu pouvais te créer des fesses, etc. Je lui dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, regarde et tout. Et puis, elle a commencé à me montrer qu'il y a des amis à elle qui le faisaient, en fait. Et donc, pour moi, c'était hallucinant parce que je travaille beaucoup avec des clients qui ont des problèmes avec le rapport à l'image. Je me suis dit, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que j'ai des clients qui sont comme ça, en fait, atteints de troubles de comportement alimentaire, qui n'arrivent pas à s'accepter, etc. Parce que si vous, à 20 ans, vous commencez à faire des choses comme ça, imaginez-vous à 50 ans, à 60 ans, quoi. Donc oui, j'apprends des choses tous les jours avec Betty, avec les autres générales. Quelle est la relation entre Olivier et Betty? Il n'y en a pas vraiment beaucoup, en fait, parce qu'Olivier, malheureusement, il n'a pas vendu ses affaires au Vietnam. Donc, il passe pas beaucoup de temps avec nous ces 2 dernières années, malheureusement. D'accord. Donc, en fait, il est 2 mois au Vietnam et 2 semaines avec nous au Canada. Et quand il est au Canada, il est sur un autre fuseau horaire, en fait. Donc, il vit un peu la nuit. C'est un peu compliqué. Il est là pour les dîners familiaux, etc. Mais on va dire qu'il n'a pas vraiment le temps. Honnêtement, même moi, j'ai du mal à me connecter avec lui ces 2 dernières années. Donc, le peu de temps où il est au Canada, tout ce que j'ai envie, c'est qu'il essaie de passer du temps avec les enfants, avoir du quality time. Et sinon, Betty le traite comme le papa, quoi. Quand il est là, j'éteins la lumière de ma salle de bain, alors que d'habitude, je tout le temps, range ma chambre, je mets pas mon linge sale devant la porte. C'est plus ça pour Betty, quoi. Il y a papa à la maison, alors faut faire attention quand même. J'essaie de parler pas trop fort quand je suis dans ma chambre et que je suis off au téléphone, etc. Je baisse un peu d'un ton, je fais attention à mon vocabulaire, à table, voilà. Donc pour Olivier, c'est il y a papa à la maison, donc je fais un peu. Ok, on va terminer. Inès, je vous remercie vraiment infiniment de ce temps d'échange. J'ai ri et ça fait toujours du bien d'autant rire. C'était un plaisir de vous entendre. Pour conclure, est-ce que vous auriez un petit conseil à nous donner qui vous viendrait? Pour conclure, moi je dis que l'agence Butterfly Au Pair, c'est vraiment, en anglais on dit a lifesaver. Donc, moi je veux dire que Manuela, c'est a lifesaver pour moi. Donc, je souhaite longue vie à Au Pair Butterfly. Enfin, au moins jusqu'à ce que l'une ait 20 ans. Et beaucoup pour Manuela. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes filles ou de jeunes garçons qui auront envie de vivre l'expérience au pair, tout simplement.
Voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que c'est une vraie mission de vie que d'avoir choisi cette activité-là. J'en profite juste pour poser une dernière question que je voulais vous poser. Est-ce que vous accepteriez un garçon au pair ou est-ce que vous préférez accepter que des filles au pair? Garçon, okay. Filles, même transgendre. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai. Dans le sport, on en parle tout le temps. Voilà. Hyper intéressant. C'est un sujet, le genre, le sexe de l'au pair. Il y a des familles qui veulent que des filles, qui acceptent pas de garçons. On n'a jamais eu de famille qui ont accepté des au pairs transgenres et on commence à avoir des candidats au pair qui sont transgenres. Donc, hyper intéressant d'avoir ce retour d'expérience et cet avis. Mille merci Inès. 1000 bisous. À très bientôt. Bonne journée. Bye. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.